Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Sophie du sommeil. C'était l'hôpital, sa mère venait de faire une crise cardiaque grave. Au lieu de se précipiter à son chevet, elle resta figée, le cœur battant, réalisant que cette nouvelle la libérait enfin d'un poids invisible. Sophie, une avocate de 30 ans vivant à Paris, avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille conservatrice. Issue d'une lignée bourgeoise du sud de la France, elle avait suivi le chemin tracé, études brillantes à la Sorbonne. Mariage avec un homme respectable qu'elle n'aimait pas vraiment. Et une carrière fulgurante dans un cabinet d'affaires. Mais au fond d'elle, un secret la rongeait depuis l'adolescence. Elle n'avait jamais osé l'avouer. Même à elle-même. Jusqu'à ce jour fatidique à l'aéroport Charles de Gaulle. C'était un matin pluvieux de printemps. Sophie se hâtait vers la porte d'embarquement pour un vol vers Nice, où elle devait rejoindre sa famille pour Pâques. Son mari, Pierre, l'avait accompagnée jusqu'à la sécurité, l'embrassant distraitement avant de repartir pour un rendez-vous d'affaires. Elle portait son tailleur impeccable, ses cheveux noirs attachés en un chignon strict, symbole de sa vie ordonnée. Mais le destin en décida autrement. Une annonce retentit, le vol était retardé de 3 heures en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Sophie soupira, s'installa dans la salle d'attente bondée et sortit son ordinateur pour travailler sur un dossier. C'est alors qu'elle la remarqua. Assise en face d'elle, une femme d'environ 28 ans lisait un livre, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Elle s'appelait Émilie. Comme Sophie l'apprendrait bientôt. Émilie portait un jean usé et un sweatshirt ample, contrastant avec l'allure sophistiquée de Sophie. Ses yeux bleus, intenses et curieux, croisaient parfois le regard de Sophie, provoquant un frisson inexplicable. Sophie se surprit à observer ses mains fines tourner les pages, son sourire discret quand elle lisait un passage amusant. Pourquoi cet inconnu l'attirait elle autant? Elle chassa la pensée, se concentrant sur son écran. Mais le retard s'éternisait. Les passagers grognaient. Certains annulaient leur voyage. Sophie, impatiente, se leva pour acheter un café. Au comptoir, elle heurta accidentellement Émilie, qui commandait la même chose. Pardon, murmura Sophie, rougissant. Émilie rit doucement. Pas de souci. Vous aussi? Vous ratez votre vol pour Nice? Sophie hocha la tête. Surprise. Comment le savez-vous? Émilie désigna son billet qui dépassait de sa poche. Elles engagèrent la conversation. D'abord banale, la météo. Les grèves françaises. Puis, plus personnel. Émilie était graphiste freelance. Originaire de Lyon. En route pour rendre visite à des amis sur la Côte d'Azur. Elle voyageait léger, avec un sac à dos rempli de carnets de croquis. Assises côte à côte, elles parlèrent pendant des heures. Sophie se surprit à rire librement. Chose rare dans sa vie quotidienne. Émilie racontait des anecdotes drôles sur ses voyages, ses dessins inspirés par les gens qu'elle rencontrait. Sophie, habituée à des discussions formelles, se sentait vivante. Vous semblez si libre, dit-elle à un moment. Émilie haussa les épaules. La liberté. C'est un choix. Et vous? Qu'est-ce qui vous retient? Sophie détourna le regard, pensant à son mariage fade.
À ses parents qui attendaient des petits-enfants? À la société qui la jugeait sur ses apparences? Pour la première fois, elle se questionna vraiment. Le vol fut finalement annulé. Sophie, frustrée, appela Pierre pour l'informer. Il fut compréhensif, mais distant. Émilie proposa, si vous voulez. On peut partager un taxi jusqu'à la gare. Je prends le TGV. Sophie hésita, mais accepta. Dans le train, leur conversation s'approfondit. Émilie avoua être openly lesbienne, ayant rompu avec sa famille conservatrice des années plus tôt. Ça n'a pas été facile. Mais je ne pouvais plus mentir. Sophie sentit son cœur s'emballer. Était-ce cela qu'elle ressentait? Une attirance qu'elle avait toujours réprimée? Arrivée à Nice tard dans la nuit, elles échangèrent leurs numéros. Sophie rentra chez ses parents, où l'attendait une atmosphère tendue. Sa mère, autoritaire, la bombarda de questions sur Pierre et les enfants futurs. Tu as 30 ans? Sophie. Il est temps. Son père, silencieux mais approbateur, hocha la tête. Sophie se coucha, hantée par le sourire d'Émilie. Le lendemain, un message arriva, ravi de t'avoir rencontré. Café à Paris bientôt? Sophie répondit oui. Sans réfléchir. C'était le début d'une spirale qu'elle ne pouvait imaginer. Les jours suivants, de retour à Paris, Sophie et Émilie se revirent. D'abord pour un café innocent, puis des promenades au jardin des Tuileries. Sophie se sentait renaître. Émilie l'écoutait vraiment. La faisait rire. La chalanguait. Une soir, sous la pluie, Émilie l'embrassa doucement. Sophie recula. Paniquée. Je suis mariée, murmura-t-elle. Émilie s'excusa. Mais le mal était fait. Sophie rentra chez elle, rongée par la culpabilité. Pierre remarqua son trouble. Mais elle mentit. Cette nuit-là, elle pleura, réalisant qu'elle avait toujours su, au fond, qu'elle aimait les femmes. Mais comment trahir sa famille? Sa vie construite? La tension montait. Sophie évita Émilie pendant une semaine. Mais l'attirance était trop forte. Elles se revirent. Et cette fois, Sophie céda. Leur relation devint secrète, passionnée. Émilie, patiente, comprenait les luttes de Sophie. Prends ton temps, disait-elle. Mais Sophie savait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout explose. Les semaines passèrent, et la double vie de Sophie devint insoutenable. Le jour, elle était l'avocate implacable, défendant des clients fortunés dans des affaires de fusion-acquisition. La nuit, elle rejoignait Émilie dans son petit appartement du Marais, où elle parlait jusqu'à l'aube, se touchant avec une tendresse qu'elle n'avait jamais connue avec Pierre. Émilie, avec son esprit créatif, dessinait des portraits de Sophie, capturant son essence vulnérable. « Tu es belle quand tu es toi-même, murmurait-elle. Sophie se sentait aimée pour qui elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Mais les fissures apparurent. Pierre, sentant un changement, devint plus attentif, organisant des dîners romantiques. « Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, demandait-il.
Sophie inventait des excuses, le stress au travail. En réalité, elle se débattait avec sa conscience. Était-ce moral de tromper son mari? Pierre était un homme bon, loyal. Mais leur mariage était une façade. Ils s'étaient mariés jeunes, sous la pression familiale. Sophie n'avait jamais ressenti de passion pour lui. Seulement de l'affection fraternelle. Un soir, lors d'une réception professionnelle, Sophie croisa une ancienne amie d'université, Claire, qui était ouvertement lesbienne. Claire la taquina, toujours avec Pierre? Tu sais, Sophie, la vie est trop courte pour les mensonges. Sophie pâlit, se sentant exposée. Rentrée chez elle, elle confia à Émilie ses doutes. Et si je faisais du mal à tout le monde? Émilie la serra dans ses bras. L'amour vrai n'est pas un mal. C'est le mensonge qui détruit. La pression familiale s'intensifia. Sa mère appela, insistant pour qu'ils viennent passer l'été à la villa familiale en Provence. Et amène Pierre. On parlera de l'avenir. Sophie savait ce que cela signifiait, des discussions sur la fertilité. Les héritiers. Elle paniqua. Émilie proposa une échappée, un week-end à Deauville. Là, loin de Paris, elles marchèrent sur la plage, main dans la main. Pour la première fois, Sophie se sentit libre. Elles firent l'amour avec une intensité émotive, sans vulgarité. Juste une connexion profonde. Mais au retour, la réalité frappa. Pierre découvrit un message d'Émilie sur le téléphone de Sophie. « Qui est-ce » demanda-t-il. Les yeux emplis de suspicion. Sophie mentit encore, une collègue. Mais Pierre n'était pas dupe. Il commença à la suivre discrètement, engageant même un détective privé. Sophie, paranoïaque, espassa les rencontres avec Émilie. C'est trop risqué, disait-elle. Émilie, blessée, argumenta, tu dois choisir. Vivre dans l'ombre? Ce n'est pas vivre. Les conflits internes de Sophie culminèrent lors d'une visite chez ses parents. À la villa, entourée de photos de famille, elle écouta son père vanter les valeurs traditionnelles. Le mariage, c'est sacré, dit-il. Sa mère, plus directe. L'après ça, quand est-ce que vous essayez pour un bébé? Sophie explosa intérieurement, mais garda le silence. Ce soir-là, elle appela Émilie en larmes. Je ne peux pas les décevoir. Émilie, frustrée, répondit, et toi? Tu te déçois toi-même? De retour à Paris, Sophie affronta Pierre. Il avait des preuves, des photos d'elle et Émilie. C'est quoi ça? Hurla-t-il. Sophie, acculée, avoua tout. Pierre, dévasté, pleura. Je t'aime. Sophie. On peut arranger ça. Mais elle secoua la tête. Je ne t'aime pas comme ça. Il partit en claquant la porte, la laissant seule avec sa culpabilité. Était-ce la bonne décision? Avait-elle détruit un homme innocent pour suivre son cœur? Émilie vint la consoler. Mais Sophie la repoussa. C'est à cause de toi que tout s'effondre. Émilie, choquée, répliqua, non. C'est à cause de tes mensonges. Elles se disputèrent, Émilie partant en larmes.
Sophie se retrouva isolée, questionnant ses choix. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Ses collègues murmurent déjà. Ses amis s'éloignent. Pourtant, un sursaut d'espoir surgit. Sophie contacta une association LGBT à Paris, participant à une réunion. Là, elle rencontra d'autres femmes comme elle, partageant leurs histoires de coming out douloureux. Cela lui donna du courage. Elle appela Émilie pour s'excuser. « Je t'aime » dit-elle enfin. Émilie revint. Mais avec prudence. On doit être honnête maintenant. La relation de Sophie et Émilie évolua sous le signe de la prudence. Elles décidèrent de vivre ensemble dans l'appartement d'Émilie. Mais Sophie gardait le secret vis-à-vis de sa famille. Les appels de sa mère se multipliaient. « Où est Pierre ? Pourquoi ne répond-il pas ?» Sophie inventa une séparation temporaire due au travail. Mais le mensonge pesait lourd. Émilie, impatiente, pressait, dis-leur la vérité. Tu mérites d'être heureuse. Un jour, au bureau, Sophie fut confrontée à un cas similaire, une cliente lesbienne luttant pour la garde de ses enfants contre une famille homophobe. Cela la frappa. Je défends les droits des autres, mais pas les miens, pensa-t-elle. Elle gagna l'affaire, renforçant sa résolution. Mais à la maison, les tensions montaient. Émilie, venant d'une famille qui l'avait rejetée, craignait que Sophie ne la quitte pour revenir à une vie normale. « Es-tu prête à tout perdre pour moi ?» demandait-elle. La crise éclata lors d'un dîner familial improvisé. Les parents de Sophie débarquèrent à Paris sans prévenir, exigeant des explications sur Pierre. Assis dans le salon, ils bombardèrent Sophie de questions. « Il y a une autre femme ?» demanda sa mère. Intuitive. Sophie, tremblante. « À voix, oui. Et c'est moi qui l'aime. » Le silence fut assourdissant. Son père se leva, rouge de colère. « C'est une phase. Tu es influencé par ces idées modernes. » Sa mère pleura. « Que avons-nous fait de mal ? Pense à la famille. À la société. » Sophie tint bon. « C'est qui je suis. » Ils partirent furieux, la menaçant de la déshériter. Émilie la soutint. Mais le coût était élevé. Sophie perdit des clients conservateurs, subit des regards hostiles au travail. La société française, tolérante en surface, cachait des préjugés profonds dans les cercles bourgeois. Émilie, de son côté, affronta ses propres démons. Une ex-petite amie revint, offrant une vie sans complications. Avec elle, pas de drame familial, pensa Émilie. Elle refusa, loyale à Sophie. Mais la trahison vint d'ailleurs. Claire, l'amie d'université, jalouse de leur relation, répandit des rumeurs au cabinet de Sophie. Elle mélange vie privée et professionnelle. Sophie fut convoquée par son patron. Ça affecte l'image du cabinet. Elle risqua son job, son pilier de stabilité. Enragée, elle confronta Claire. « Pourquoi ? » Claire avoua. « J'ai toujours eu des sentiments pour toi. » Sophie, blessée, coupa les ponts. Émilie et Sophie traversèrent cette épreuve ensemble. Mais les dommages étaient faits. Sophie déprima, questionnant si l'amour valait tant de sacrifices. Peut-être que j'aurais dû rester avec Pierre.
Émilie. Blessée. Répliqua, alors vas-y. Mais ne me fais pas souffrir. Elles se séparèrent temporairement. Sophie retournant dans son ancien appartement vide. Seule. Sophie réfléchit. Elle lut des livres sur l'identité sexuelle. Consulta un thérapeute. Celui-ci l'aida à comprendre ses conflits internes, la peur du rejet, le conditionnement social. Le vrai mal, c'est de nier qui vous êtes. Revigorée, elle contacta ses parents, tentant un dialogue. Son père refusa, mais sa mère écouta, hésitante. Je t'aime. Mais c'est dur. Émilie. Pendant ce temps, lutta contre sa propre insécurité. Elle dessina une série d'œuvres sur leur histoire, exposées dans une galerie. Sophie y alla incognito, touchée par la vulnérabilité dépeinte. Elles se réconcilièrent ce soir-là, plus fortes. Le climax approcha avec un événement familial majeur, le mariage de la sœur de Sophie, Camille, à Bordeaux. Sophie fut invitée, mais sans Émilie. Viens seule, dit sa mère. Sophie refusa, si Émilie n'est pas bienvenue. Je ne viens pas. Cela déclencha une guerre froide. Camille, libérale, appela Sophie, viens avec elle. Je veux que tu sois là. Sophie accepta, nerveuse. Au mariage, l'atmosphère était tendue. Les parents ignorèrent Émilie. Les oncles murmurèrent. Pierre, invité par la famille, apparut, élégant et amer. Il confronta Sophie, tu as détruit notre vie pour ça? Émilie, défensive, intervint, elle a choisi l'honnêteté. Une dispute éclata, attirant l'attention. Le père de Sophie hurla, c'est une honte. Sophie, en larmes, défendit son amour, l'amour n'est pas une honte. Votre intolérance l'est. La soirée vira au chaos. Camille, solidaire, calma les esprits. Mais le mal était fait. Sophie et Émilie partirent, blessées. Sur le chemin du retour, Émilie douta, peut-être que c'est trop. Sophie, déterminée, répondit, non. On affronte ça ensemble. De retour à Paris, une nouvelle trahison surgit. Le détective de Pierre avait filmé leurs moments intimes. Pierre, vengeur, menaça de les diffuser. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Sophie, horrifiée, porta plainte. L'affaire devint publique, attirant les médias. Avocate parisienne dans un scandale lesbien. Les préjugés sociaux explosèrent, commentaires homophobes en ligne, harcèlement. Émilie, traumatisée, envisagea de partir. Je ne veux pas détruire ta vie. Mais Sophie la retint, c'est notre vie maintenant. Elles engagèrent un avocat, gagnant contre Pierre, qui fut condamné pour violation de la vie privée. Cela renforça leur lien. Mais à quel prix? Sophie perdit son poste, forcée de recommencer dans un petit cabinet pro-LGBT. Les dommages psychologiques étaient profonds. Sophie fit une dépression. Hantée par les choix moraux, avait-elle le droit de blesser tant de gens pour son bonheur? Émilie, supportive, l'aida à guérir. Mais elle-même luttait contre la peur du rejet renouvelé.
La guérison fut lente. Sophie et Émilie reconstruisirent leur vie, déménageant dans un quartier plus ouvert de Paris. Sophie lança son propre cabinet, défendant les droits LGBT. Émilie exposa ses œuvres, gagnant reconnaissance. Leur relation s'approfondit, basée sur l'honnêteté. Mais les cicatrices restaient. Les parents de Sophie coupèrent les ponts, sauf des appels sporadiques de sa mère. Peut-être un jour, disait-elle. Sophie apprit à accepter, on ne peut forcer l'amour familial. Pierre, repentant, s'excusa des mois plus tard. J'étais blessée. Sophie pardonna, fermant ce chapitre. Claire, regrettant ses actes, tenta une réconciliation. Mais Sophie refusa, ayant appris à protéger son cercle. Un an après leur rencontre, Sophie et Émilie se marièrent civilement, entourées d'amis progressistes. C'était une victoire, mais l'aigre douce sans famille. Sophie réfléchit au sacrifice, la perte d'héritage, de statut, d'amitié. Était-ce juste? L'amour valait-il la douleur infligée? La société évoluait, avec des lois protectrices. Mais les cœurs changeaient lentement. Sophie devint activiste, parlant de son histoire pour aider d'autres. Pourtant, des doutes persistaient. Émilie, un soir, confia, parfois. Je me demande si on a fait le bon choix. Sophie répondit, le choix de l'authenticité est toujours bon. La vie continua, avec des hauts et des bas. Elles adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer. Sophie, enfin en paix, réalisa que la vraie liberté venait du courage. Mais était-ce vraiment la bonne décision de tout sacrifier pour l'amour? Ou le mensonge aurait-il été un moindre mal?